du coup, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune et nous présenter l'association Développons et les actions de cet asso? Moi, je commence. Alors, du coup, moi, c'est Ulysse. Je suis en première année à l'école d'ingénieurs des ponts et chaussées. Je suis président de l'association Développons. Et Développons, c'est une grosse association au sein des ponts. C'est 40 élèves, donc qui regroupe 6 pôles au total. Donc, je vais en présenter 5 rapidement. Et puis, je vais laisser Lucie, qui s'occupe d'un des pôles, expliquer le sien. Donc, au sein de Développons, il y a par exemple le pôle Solidarité, qui est un pôle qui s'occupe notamment donc de sensibilisation et d'action pour les personnes défavorisées. Donc, c'est-à-dire on a des actions de sensibilisation à leurs conditions et aussi ils effectuent des maraudes. Voilà. Ensuite, on a le programme le pôle étudiant réfugié qui lui se voit délégué par l'école la mission d'intégration des étudiants réfugiés qui sont accueillis par l'école. Donc là, c'est en fait normalement une action nationale donc, que l'école nous délègue. On a aussi le pôle ouverture sociale dans le même type d'action, en fait, qui se voit déléguer par l'école la mission décordée de la réussite, donc qui fait du soutien scolaire et de l'ouverture au domaine scientifique, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, on a le pôle humanité, qui lui monte et trouve des fonds pour des actions humanitaires. Donc on en a eu au Népal, à Madagascar, et là, cette année, on a des élèves qui vont partir au Sénégal pour construire une école. Et ensuite, on a le pôle égalité, parce qu'on est en école d'ingé. Et donc, c'est le pôle qui va s'occuper des violences sexistes et sexuelles au sein de l'école, parce qu'il y a des débordements. Et donc, c'est pour aider les victimes et faire de la sensibilisation, notamment. Et maintenant, toi, Lucie. Oui, et du coup, moi, c'est Lucie. Je suis également en première année à l'école des ponts et chaussées. Et je suis dans l'association Développons. Et donc, moi, je suis la responsable du pôle environnement. Donc nos actions, en fait, on est l'un des plus gros pôles de l'association parce qu'on a des actions vraiment régulières. Donc ce qui nous occupe le plus, c'est l'épicerie. Donc en fait, toutes les 2 semaines, on propose aux étudiants de la promotion des paniers de légumes qui vient d'un producteur local, ainsi que du vrac qui vient de la Biocoop. Donc ça, c'est pour l'épicerie. Ensuite, on propose aussi des vélos aux étudiants de la promo, gratuitement, bien sûr. On a aussi un petit jardin potager sur le campus. Donc voilà, c'est notre rôle de s'en occuper un petit peu. Et pour finir, on s'occupe beaucoup de sensibiliser la promotion. C'est un peu presque le plus important. Donc il y a vraiment une personne qui gère le compte Instagram du pôle, qui fait des affiches, tout ça. Alors ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous a fait individuellement, vous dans vos parcours, vous engager dans cette association? Je crois que vous l'avez reprise que récemment. Alors moi, c'était vraiment la volonté d'agir maintenant et pas dans 3 ans quand je sortirai d'école et que j'aurai le choix, plus ou moins de mon métier et de où je voudrais travailler. Donc j'avais vraiment la volonté d'agir. En fait, là, on sort de 2 ans de prépa où on a fait globalement des maths et de la physique et rien d'autre. En début de l'année, moi, j'avais vraiment presque le besoin en fait de faire. Donc moi je suis assez engagée d'un point de vue environnemental et voilà, c'était vraiment la volonté et de le faire en fait parce que j'aurais pu aussi m'engager dans une autre association pour un réveil écologique ou je ne sais quoi. J'avais envie de le faire vraiment dans mon école pour toucher vraiment mes camarades, mes amis, tout le monde et en fait, on est dans une école d'ingénieurs assez renommée. Notre promotion, en fait, beaucoup d'entre eux auront des postes à responsabilité dans le futur. Et pour moi, il y a vraiment une importance énorme à ce que ces futurs dirigeants, futurs cadres, soient sensibilisés au maximum pour prendre les décisions les plus éclairées par la suite. Donc voilà, il y avait la volonté de sensibiliser les gens autour de moi et aussi de mener des actions concrètes dans les ponts pour en faire une école plus verte. Voilà. Et moi, mon engagement, en fait, c'est un peu pareil que Lucie, c'est-à-dire j'ai des engagements et je veux les exprimer, et c'est l'association qui le permet. Après, moi, je suis aussi sensible à toutes les autres causes un peu de Développons, et j'arrivais pas à choisir. Et en fait, il y a cette chose, pour moi personnellement, qui était, je veux aider à ce que les élèves arrivent à s'engager aussi.
Et ça, c'est la notion. Enfin, c'est pour ça que j'ai postulé en tant que président. C'est pour aider Lucie, par exemple, à monter tous ses projets comme tous les autres vice-présidents de l'association. Parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est on peut changer les choses. Et c'est à nous, par contre, d'agir. Et je veux pas qu'il y ait de frein pour ces personnes qui arrivent à porter des projets concrets. Je veux les aider, je veux les soutenir auprès de l'administration, par exemple, ou trouver des financements. Et donc moi, c'était mon engagement premier, et c'est pour ça que je suis à ce poste-là. Du coup, Lucie, tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que c'est le quotidien dans votre association? Qu'est-ce que vous faites au jour le jour? Donc il y a pas mal de choses dans le pôle environnement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous occupent? Est-ce que vous avez, voilà, je sais pas, des réunions, des débats, des rencontres avec les élèves, les étudiants dans votre asso et aussi dans le reste de l'école des ponts et chaussées? Pour rajouter donc, sur ce que j'ai déjà dit à propos du pôle environnement, oui, on essaye de... Alors, on fait donc, une fois par mois à peu près un café DVP. Donc, DVP, c'est pour développement. Donc, ce qu'on appelle un café, ça va être un moment convivial de rencontre, donc, où en gros, on fait des gâteaux, des biscuits. C'est souvent à l'heure du goûter. Et on invite tous ceux qui le veulent à venir discuter avec nous d'écologie, mais pas que en fait, hein. Juste, voilà, c'est un moment sympa où on est tous ensemble et voilà, on discute de sujets qui nous tiennent à cœur. Moi, c'est un peu différent quand même, mais moi, c'est plutôt la journée type, c'est je me réveille, je vais regarder les mails dans le local, voir parce qu'on a des associations étudiantes aussi qui nous contactent pour éventuellement faire des partenariats, donc voir un peu. On a ça, voir aussi on a des offres de formation, donc voilà, c'est tout ça. Ensuite, c'est parler au VP, donc au vice-président, voir comment ça avance les projets de leur côté, s'il y a des problèmes. Et moi, je suis plutôt là pour régler les problèmes de base. Donc c'est beaucoup de dialogue, en fait, avec l'administration, mais aussi avec les élèves, pour savoir qu'est-ce qui coince, comment on peut débloquer la situation. Donc moi, c'est surtout du dialogue. Est-ce que, plus largement, vous avez eu un moment de déclic sur la question de l'écologie, ou est-ce que vous avez toujours eu cette préoccupation de l'écologie, du social, du solidaire en vous? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça vous a impacté, ça vous a frappé? Alors moi, il n'y a pas vraiment eu de déclic, je dirais. En fait, j'ai eu une prise de conscience assez progressive pendant le lycée. Voilà, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. En fait, c'est déjà mes profs au lycée nous en parlaient pas mal. Donc voilà, ça a été assez progressif. Et puis il y a quand même eu, en première année de prépa, 2 semaines après la rentrée, on avait en fait quelques conférences dans le cadre du début de l'année. Et c'est une conférence de Gaël Giraud, qui est un économiste et prêtre jésuite. Donc qui était venu nous parler d'économie et du lien avec la transition, tout ça. Et c'est suite à cette conférence que je suis devenue végétarienne. Ça m'a vraiment assez bouleversée en fait. Donc voilà, ça c'est un peu la première étape dans mon parcours d'engagement écologique. Et il y a eu une deuxième conférence que j'ai visionnée un peu plus tard en première année de prépa. Une conférence d'Aurélien Barraud, qu'il avait fait aux élèves polytechniciens. Et donc une conférence vraiment poignante, moi qui m'a vraiment bouleversée pour le coup, où il évoquait en fait une troisième guerre mondiale qui serait due aux flux migratoires et tout. Et il y a vraiment eu un avant et un après cette conférence. Moi, c'est aussi très progressif et c'est très en lien avec mon éducation et du milieu d'où je viens, parce que j'ai une partie de ma famille qui était campagnarde, on va dire, qui vient d'un milieu très rural. Donc j'ai toujours eu cette sensibilité par rapport à la nature, par rapport à la biodiversité, toutes les questions en fait environnementales. Jusqu'à très récemment non plus, jusqu'à ce que j'entre en école d'AG, j'avais pas non plus conscience. Je savais que les choses tournaient mal, mais j'avais pas conscience de pourquoi elles tournaient mal. Et moi, c'est surtout le livre de Jean Covency, Juste la fin du monde, qui m'a vraiment bouleversé, où en fait j'ai pris conscience des ordres de grandeur de la chose. Et en fait, comment en ce moment on se reposait sur un système qui n'était pas viable et sur lequel on fermait les yeux. Alors qu'il y a des études, etc., qui sont publiées et qui montrent les limites de ce système. Et moi, ça a été mon déclic de me dire, c'est plus possible, et moi, si je n'agis pas individuellement, il se passera rien. Et on court vers la folie, quoi. Et justement, donc, tu as évoqué l'action individuelle, tu as évoqué le végétarianisme. Vous avez eu récemment des questions qui se sont soulevées dans votre école au sujet de
l'aspect végétarien. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, ce que vous avez essayé de faire, ce que vous avez finalement peut-être réussi à faire? Oui, bien sûr. Donc, avec le pôle environnement, on avait le projet de proposer un WEI, donc le week-end d'intégration pour l'année prochaine, entièrement végétarien. Donc, le WEI, c'est quand même un week-end de 3 jours, où voilà, il y a plusieurs repas à préparer. Et donc, le projet était de les faire tous végétariens. Donc, il faut savoir que dans notre promotion, les avis étaient très contrastés sur ce projet. Certains soutenaient totalement. En fait, c'est moins cher quand même. C'est... parfois beaucoup plus facile à préparer que de la viande, parce que la viande, il faut quand même des conditions sanitaires très, très exigeantes et quand on a 400 étudiants réunis, c'est parfois compliqué de les respecter. Donc il y avait la condition sanitaire, mais juste c'était beaucoup mieux d'un point de vue écologique. Et donc du coup on a fait un sondage auprès de la promo. Le bilan est que la moyenne est à 5,8, sachant que 10 est oui trop bien pour un whey végé et 0 était non, voilà. Donc 5,8 c'est plus que 5, donc c'est très bien. C'est quand même pas énorme, donc voilà bon. Mais donc a priori ça va se faire, voilà. Oui, à savoir qu'en plus, c'est, quand on regarde les sondages, c'est par exemple 40% de la promo qui sont à 10 sur 10 et 25% qui sont qui sont soit 0, soit 1. Donc en fait, on voit qu'il y a quand même un avis assez contrasté. Il y a un gap entre des gens qui soutiennent le projet et des gens vraiment radicalement opposés, quoi. Donc Et est-ce qu'on sait pourquoi 25%, un quart, il y a un vrai rejet de leur part? Est-ce qu'ils expliquent ou... il y a un peu la question d'imposer en fait quelque chose aux gens. Ces personnes-là critiquent le fait que on va leur imposer de ne pas manger de viande pendant 3 jours, ainsi qu'aux premières années qui arrivent. Argument qui, d'après moi, ne tient pas parce que, on impose tout pendant le WEI. On impose le lieu du WEI, on impose les activités, les soirées, les musiques. Donc pourquoi pas ça? Surtout que ça va pas les tuer de pas manger de viande pendant 3 jours. Après, il y a aussi, je pense, un peu d'esprit de contradiction. C'est-à-dire que les questions environnementales, encore aujourd'hui, même si on est tous globalement sensibilisés, ça fait pas l'unanimité toujours. Et voilà, il y a un peu des gens qui veulent prendre le contre-pied. Au point, on a l'impression qu'il y en a qui se construisent justement en opposition à ça. C'est une minorité, hein, il faut, Oui. pour se rassurer, mais il y en a toujours quelques-uns. Du coup, vous êtes deux personnalités jeunes déjà assez engagées. Toi, tu disais que tu aimais faciliter aussi l'engagement et les projets des autres. Justement, de façon plus large, on a l'impression quand même que dans la jeunesse, il y a un certain engagement, notamment sur les questions écologiques, si ce n'est dans les actions, au moins dans les pensées et dans les prises de conscience. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet élan de la jeunesse vers les questions écologiques? Moi, clairement, c'est de l'espoir. C'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que, en grandissant, j'avais beaucoup l'impression, pour avoir eu quelques conférences, etc., qu'il y avait un appel à la mobilisation de la jeunesse parce que, en fait, ça sous-entendait qu'il n'y avait pas de mobilisation de la jeunesse. Et moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Et j'ai toujours été dans cette pensée qu'il y avait d'une sorte de passivité. Et c'est pour ça beaucoup d'espoir quand je me rends compte qu'en fait, non, il y a de la mobilisation, il y a du mouvement, il y a une dynamique. Et donc, ce qu'on fait, ça peut porter ses fruits. Et ça va porter ses fruits. Je suis totalement d'accord. Ça m'inspire de l'espoir. Et j'aimerais quand même nuancer le propos parce que, en fait, c'est bien que la jeunesse se mobilise. Malheureusement, l'urgence climatique fait qu'on n'a pas non plus 15 ans pour attendre que nous occupions des postes à responsabilité. Donc, bien sûr, c'est extrêmement important que notre jeunesse se mobilise, mais maintenant, on va falloir que ça bouge aussi dans la génération d'au-dessus, parce que les décisions doivent être prises maintenant, tout de suite. Au sein du Festival Atmosphère, il y a une thématique qui est importante, c'est la question des récits. En fait, c'est une des idées du Festival Atmosphère, c'est que pour changer les choses, d'un point de vue politique, un des grands trucs, c'est de changer la culture. Et la culture, ça passe par les récits qui traversent notre société. Déjà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec un peu ce point de vue qu'on a du côté atmosphère, donc si vous avez envie d'intervenir là-dessus. Et ensuite, deux questions un peu annexes, qui seraient, d'après vous, c'est quoi les grands récits importants qui traversent notre société, les mythes ou les thèmes ou les espèces de valeurs
qu'aujourd'hui on pourrait se dire pourquoi il y a ça? Ouais, déjà, je pense que les récits, c'est une part fondamentale de l'humanité, enfin de l'homme. Il s'est toujours construit des récits, des histoires, enfin, de diverses formes, hein. Il y a les religions, il y a les combats militants aussi, ça passe sous une forme de récit. Et quand on voit les anarchistes, finalement, il y a un récit derrière. Oui, moi je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Et quant aux récits qui existent, moi j'en vois plusieurs. Je vois déjà le principe que consommer apporte le bonheur. Pour moi, c'est un récit fondamental, enfin, qui se veut comme fondamental, alors que voilà, il part de rien. Et surtout, je pense que c'est un récit quand même assez récent en fait, enfin, qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale de façon assez logique. Enfin, juste voilà, les gens étaient contents. Et puis il y a eu plein de nouvelles, l'ouverture des grands supermarchés, etc. Mais donc c'est assez récent et aujourd'hui c'est l'évidence pour une énorme majorité de la population. On veut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus, partir toujours plus à l'autre bout du monde, etc. Et on s'est complètement éloigné de juste des petites choses et de la beauté de la France, par exemple. Tout le monde veut partir, mais c'est aussi après les réseaux sociaux, toute la société qu'il y a derrière. Mais ouais, donc je suis tellement d'accord que la consommation qui va apporter le bonheur, c'est, je pense, vraiment le récit dominant de nos sociétés. Et un deuxième récit pour moi qui me fait aussi un peu peur, mais enfin peur, c'est à prendre avec des pincettes, mais on peut entendre beaucoup de personnes dire que de toute façon le système à notre échelle on peut pas le changer. Et pour moi ça c'est un récit que les gens se racontent aussi, un récit qui se compte eux-mêmes, une sorte de justification des fois de leur propre passivité ou quelque chose comme ça, mais c'est un récit qui se raconte. Voilà, c'est une entité immuable, quoi que je fasse, elle sera là et je peux pas changer. Oui, je suis assez d'accord et en même temps, je pense que du coup, avec cet engagement de la jeunesse aujourd'hui, on commence à, Remettre en question. oui, à remettre en question ce récit-là pour le coup. C'était un peu ma question suivante. Comment les concurrences, quoi, ces récits dominants? Pour le premier récit qui était sur la consommation, ça pour le coup je pense que ça va être long, à moins d'avoir un énorme changement sociétal en fait. Ça va être les petits gestes, petit à petit. Je vois pas comment on va pouvoir vraiment obtenir un gros changement du jour au lendemain. Enfin, pour moi c'est impossible. Nous, du coup j'imagine qu'on essaye d'œuvrer à ça à notre échelle en s'engageant dans une association étudiante. Et sinon, pour ce qui est du deuxième récit, même chose en fait. Pour moi, l'engagement de la jeunesse est vraiment l'une des preuves que on est sur le début de la fin de ce récit-là. En tout cas, je l'espère. Peut-être même qu'en fait, on est dans la construction d'un nouveau récit, en fait. Du fait que, justement, la jeunesse qui se mobilise, ça va être un nouveau récit qui va nous permettre d'être dans l'action, d'être dans la mobilisation et se dire, en fait, on peut changer les choses. Un contre-récit, en fait. Et de quoi il serait fait, ce contre-récit, ce nouveau récit, ou alors, sans avoir évidemment un truc fondamental, est-ce que vous avez des pistes de, en fait, c'est quoi un monde meilleur demain? Le monde de demain, moi, j'aimerais dire un monde plus proche de la réalité des choses et de l'utilité des choses, en fait, de pas chercher le superflu. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de superflu qui est devenu nécessaire à notre vie et qui ne l'était pas il y a 100 ans. Et en fait, juste de se rapprocher des choses très simples, aller faire une balade dans la forêt, mais pas forcément dans la forêt amazonienne en prenant l'avion et partir à l'autre bout du monde, mais la forêt de Fontainebleau, là on est à Paris, c'est accessible à en 1 heure de RER. Et pour moi, c'est un petit truc simple, accessible facilement. Et donc voilà, et de se rapprocher de ça un peu dans toutes les strates de notre vie, donc que ce soit l'alimentation, donc de se rapprocher de produits plus naturels, plus frais, donc acheter ses légumes chez un producteur le plus local possible, de pas vouloir forcément consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, on n'en a pas nécessairement besoin. Les gens ont vécu 2000 ans sans, et donc on pourrait très bien revenir à un mode de vie beaucoup plus simple comme ça, donc un mode de vie plus sobre finalement. Et puis pour moi ce récit passe aussi par une mobilisation générale. Enfin,
On parle beaucoup du triangle de l'inaction en ce moment en écologie, c'est-à-dire le gouvernement qui rejette la faute sur les industries, sur la population qui rejette la faute sur le gouvernement, l'industrie et l'industrie sur les deux autres. Et pour moi, le récit, justement, c'est une dynamique, c'est arriver à instaurer une dynamique globale. Moi, après, je suis profondément démocratique. Donc, je considère que tout doit passer des bords par les individus parce que les individus représentent aussi l'État, représentent aussi l'industrie. Mais en fait, dans notre monde actuel, l'industrie, ça peut paraître beaucoup plus grand, ça peut paraître décorrélé de l'homme et de la population parce qu'en fait, on a des échelles qui sont internationales. Et pour moi, c'est vraiment, du coup, le récit, c'est qu'on va réussir à converger vers une conscience globale de l'importance de l'écologie et d'une conscience des gestes qu'on doit prendre et des mentalités qu'on doit adopter. Tu as évoqué le fait que tu pensais que ça allait être progressif. Est-ce que tu penses que des grands événements comme le Covid ont un impact au long terme? Parce que moi, je me souviens de premier confinement, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui nous disait la société capitaliste, c'est fini. On nous disait tout va changer. Et on a l'impression d'être un peu retombé dedans, en même temps que c'est pas tout à fait la même chose qu'avant. Donc, il y a une certaine prise de conscience, mais pas tellement. Donc, est-ce que vous pensez que des grands événements tragiques, comme une épidémie, ont un impact, ou alors même pas? Je pense que de grands événements comme le Covid ont un impact. D'ailleurs, on le voit. Après, le Covid, je pense, n'a pas eu un impact positif sur... il y a eu une sorte de prise de conscience écologique, bien sûr, mais au final, en fait, on est reparti sur, par exemple, des portions individuelles, sur énormément de plastique, énormément de j'achète et je jette. Donc, en l'occurrence, le Covid, je pense, n'est pas le meilleur exemple pour évoquer ces changements pour une prise de conscience écologique. Mais je suis absolument persuadée qu'il va y avoir dans le futur d'autres grands événements, comme par exemple des flux migratoires qui vont arriver quand dans 20 ans, certaines zones du globe ne seront plus habitables et que des milliers, voire des millions de personnes vont devoir... se déplacer. Je pense qu'un grand événement comme ça va engendrer des changements profonds dans nos modes de vie, et je l'espère parce qu'on en a absolument besoin de ces changements. Pas des flux migratoires, bien sûr, mais de changements vraiment profonds dans la société. Mais pour moi, après, ces grands événements, ils sont surtout là pour apporter une nouvelle dynamique aussi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une dynamique qui va derrière, potentiellement, on va reprendre le même cap qu'avant. C'est-à-dire, parce qu'on est quand même poussé, on est quand même dans un modèle qui essaye de garder cette trajectoire pour le moment. Et donc, dans le cas, par exemple, du Covid après, il y a eu beaucoup de sociétés qui ont mis en place de nouvelles stratégies marketing, justement pour relancer leur modèle, mais pas le faire changer, juste le relancer et repartir dans leur trajectoire d'avant. Et donc, si derrière nous, les populations, on n'arrive pas à prendre une nouvelle dynamique, en fait, on risque juste de reprendre la dynamique marketing, etc., et replonger dans le système d'avant. Et tu as évoqué que peut-être au niveau de ton association, il y avait des partenariats, des coopérations avec d'autres associations. Dans quelle mesure il y a des partenariats ou des coopérations avec des assos quasiment militantes au quotidien qui font de la désobéissance civile? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, ce genre de partenariat? On va passer par le soft d'abord avec Point Réveil écologique, juste, et ensuite on parlera de... Ouais. Nous, par exemple, avec Point Réveil écologique, notamment, là, ils veulent sortir des réformes, 10 réformes pour changer le monde de l'enseignement supérieur. Et donc, on travaille avec eux, nous développons pour faire changer au sein de notre école certains points importants. Par exemple, au sein de l'administration, pour former les personnes de l'administration à, justement, au changement climatique et toutes les questions écologiques qui vont avec. Donc, ça, c'est un point. Limiter les voyages en avion, par exemple, parce que c'est une part importante des émissions de gaz à effet de serre de notre école. Voilà. Donc on travaille notamment avec eux, mais aussi... Très récemment, on a lancé un collectif étudiant. Je ne vais pas dire exactement qui, mais en fait, le plus important, c'est de savoir que ce n'est pas au nom de l'association Développons. C'est en fait un collectif d'étudiants. Donc moi, j'y suis. Je suis un peu à l'origine du projet, donc je sais bien comment ça s'est structuré. Et c'est vraiment... nous, en tant qu'étudiants, en tant qu'êtres humains, tout simplement, qu'on a décidé de s'unir avec d'autres grandes écoles
Parce qu'en fait, en tant qu'étudiant dans des grandes écoles, donc nous on est au Pont, mais on a aussi des étudiants de Polytechnique, les Mines, Centrale, HEC, l'ESSEC, enfin toutes les grandes. En fait, on a un pouvoir très fort qui est le chantage au recrutement. Et c'est en fait le message du manifeste pour un réveil écologique, c'est que nous, on fait partie des futurs cadres de grandes entreprises françaises, mais pas que. Et on a un certain pouvoir sur ces entreprises-là, qui est que, voilà, si nous leur disons nous ne travaillerons plus pour vous tant que vous pratiquerez, vous financerez des projets climaticides ou des projets comme le projet ICOP, par exemple, nous ne travaillerons plus pour vous. Et donc, en fait, avec cette force-là, avec ce message-là, en fait, on a fondé une sorte de collectif étudiant. On a réalisé une action, donc, précisément sur ICOP il y a un mois, le 26 avril. Et donc voilà, encore une fois, là, développement n'est pas du tout engagé là-dedans. C'est vraiment, voilà, on était une vingtaine d'étudiants au Pont à se mobiliser pour cette action-là. Nous avons affiché dans notre école des grandes banderoles, Stop ICOP, et avec certains messages justement de chantage au recrutement. Et c'est une action qui a été faite dans une quinzaine de grandes écoles en même temps. Et il a un nom, le collectif ou... Non, pas de nom. Non, pas de nom. C'est un choix. Dernière question. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des actions qui vous inspirent sur la question de l'engagement écologique, sur la question de la mobilisation écologique? Du coup, moi, je suis avec attention toute la campagne contre ICOP. Et là, récemment, il y a eu une action que j'ai trouvée absolument formidable, qui a été menée par le collectif Le Bruit qui court. Ah oui. En fait, ils ont créé un immense canular en faisant croire que un pipeline géant allait être construit en France. Donc, le projet WeCop. Et donc, ils ont envoyé, je crois, presque 1000 lettres d'expropriation à des gens complètement random, pour leur expliquer qu'ils allaient être expropriés du fait de ce pipeline. Et j'ai trouvé cette initiative absolument géniale. Et puis, c'était extrêmement bien orchestré et organisé. Ils avaient prévu un standard téléphonique qui répondait aux requêtes des gens qui avaient reçu ces lettres. Ça a extrêmement bien marché. Et moi, ça m'inspire vraiment des projets comme ça qui sont pas méchants. On envoie une lettre. Ces gens, au final, n'ont absolument pas perdu leur logement, bien sûr. Mais je pense que c'est de mettre les gens en fait dans la position des gens en Ouganda et Tanzanie qui se font réellement exproprier de leurs terres sans compensation ou avec une compensation qui n'est pas du tout à la hauteur de la valeur de leurs terres. D'être vraiment dans cette situation, ça fait prendre conscience bien mieux que par toutes les conférences et tous les discours de sensibilisation qu'il peut y avoir. Parfaitement d'accord avec toi. Et par contre, moi, je suis aussi beaucoup les conférences, pour le coup. Et donc là, je vais participer à un groupe de travail qui est organisé avec Polytechnique autour de tout ce qui est économie verte, régulation européenne, etc. Donc aussi à d'autres échelles, je trouve que c'est important de s'éduquer, quoi. Merci beaucoup. Oui, merci à vous.